Forêt française en quête d'avenir, un documentaire signé Camille Geoffrey, un film passionnant sur un sujet assez peu traité, pourtant crucial pour notre environnement. Crucial aussi parce qu'il pose toujours cette question de l'arbitrage entre les demandes des consommateurs, celles des industriels et bien sûr le respect de la nature. On va parler de tout cela avec nos invités sur ce plateau. Bienvenue Anne-Catherine Loisier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sénatrice de la Côte d'Or, rattachée au groupe Union Centriste. Vous êtes présidente du groupe d'études forêt et filière bois et vous êtes gestionnaire de forêt de profession. Jean-Yves Collet, bienvenue à vous également. Vous êtes président de l'ONF, l'Office national des forêts, l'ONF qui est chargé des forêts communales et domaniales. Antoine Damécourt, bienvenue. Vous êtes agriculteur, sylviculteur, président de France Sylva, c'est la fédération des syndicats de forestiers privés de France. Et Alice Gontier est également avec nous, bienvenue. Vous êtes responsable du développement et de la communication pour Cœur de Forêt, c'est une association qui lutte pour la préservation des forêts et de l'humain. Et vous êtes biologiste de formation. Je vais vous demander à tous de faire preuve de beaucoup de pédagogie parce que les forêts, c'est un domaine très particulier dont on parle assez peu. Vous êtes tous très connaisseurs, mais le grand public ne l'est pas forcément. D'abord, est-ce qu'on a tort de parler, de dire les forêts ? Est-ce qu'il y a surtout des forêts, Anne-Catherine Loisier ? Ces forêts où l'homme intervient, comme je pense par exemple aux Landes, ces forêts artificielles, et des forêts préservées de la main de l'homme. Est-ce qu'il faut faire la distinction entre ces différents types de forêts ? Ah oui, je pense que c'est important parce qu'on a une grande diversité de forêts qui sont liées à différents facteurs de l'homme ou des facteurs naturels, nos typologies de régions aussi, de climat, avec des essences qui vont être différentes. Et effectivement, des territoires où il y aura eu une main de l'homme plus importante que dans d'autres. Donc oui, c'est à mon avis très important quand on parle des forêts de bien faire comprendre aux auditeurs la grande diversité et la grande richesse finalement, et la grande biodiversité de nos forêts. Et alors du coup, cette question des coupes rases, qui est le cœur de ce film, l'un des sujets majeurs de ce documentaire, est-ce que ces coupes rases ne concernent que les forêts artificielles ? Est-ce qu'elles sont encadrées à partir d'une certaine superficie ? Jean-Yves Collet ? Oui, elles le sont. Elles le sont par la réglementation, par le code forestier. Et puis, ce terme de coupe rase, si vous voulez, est un terme valise, parce qu'il recouvre des techniques forestières finalement assez différentes, entre une coupe de régénération finale d'une futaie régulière de chêne héritée de Colbert et un rythme cinquantenaire en forêt des Landes. À un moment donné, on a une coupe rase. Mais ça n'a rien à voir dans un cas comme dans l'autre. Vous voulez dire que dans le film, par exemple, le terme coupe rase est employé un peu à tort et à travers, sans distinction ? Non, je pense qu'il désigne une technique de production de bois et que le public le considère comme étant la caractéristique de toute coupe de bois. Parce qu'en fin de compte, quand on coupe un arbre, on le coupe au ras du sol. Quand on en coupe deux, ça fait une surface rasée. Et donc cette focalisation, si vous voulez, sur cette technique très partielle dans la forêt française, comme l'a dit Anne-Catherine Pourquoi Loisier. partielle ? C'est pas du tout majoritaire comme technique ? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est-à-dire à quel pourcentage ? Vous avez une idée ? Peut-être qu'Antoine Damécourt a des chiffres. Moi, en forêt publique, si vous voulez, c'est marginal. C'est marginal, c'est si marginal que ça, parce qu'effectivement, c'est le cœur du sujet de ce documentaire. Mais parce que ça se voit. Alice Gontier. Parce que ça se voit. Ça fait des belles images, ça mobilise le sentiment pour la forêt, ce qui est une bonne chose. Il faut aller un tout petit peu au-delà. Donc là, le film est partial, c'est ce que vous nous dites. Et partiel. Il est partiel. Ouais. Alice Gontier, vous partagez ce point de vue ? En partie, en termes de surface, c'est sûr que les coupes rases sont pas une activité qui a lieu dans l'ensemble des forêts françaises. D'accord. Mais de fait, il y a aussi une grande majorité de la forêt française qui n'est pas gérée. Donc, évidemment, en termes de pourcentage, les coupes rases sont assez faibles finalement. D'accord. Il faut peut-être juste expliquer que couper des arbres en forêt, c'est pas une mauvaise chose en soi. Ouais. Le problème, c'est quand ces surfaces, elles sont rasées sur des surfaces trop importantes. D'accord. En dessous de 0,5 hectares, en termes d'impact sur la biodiversité, sur les sols, selon les techniques qui sont utilisées, c'est pas très grave. Et ça fait partie de la vie d'une forêt qui est gérée par la main de l'homme pour produire des bois de qualité, d'aller prélever des arbres. La problématique, c'est la dynamique d'industrialisation qui est en œuvre actuellement. Et dans le reportage, on voit
l'association Canopée à un moment, qui est très critique effectivement sur l'industrialisation de la forêt. Antoine Damécourt, c'est un vrai sujet où ce documentaire met effectivement un coup de projecteur sur une technique finalement pas tant utilisée que cela, et est-ce qu'en gros il dramatise un peu les choses? Alors en fait, moi j'aurais plutôt tendance à parler de coupe de renouvellement. C'est-à-dire que cette dite coupe de renouvellement, on peut la faire à l'échelle de l'arbre, on peut la faire à l'échelle d'1 hectare, on peut la faire à l'échelle de 10 hectares, et c'est le mode de renouvellement, c'est un mode de renouvellement de la forêt. Donc il faut pas focaliser là-dessus. Vous l'avez dit, c'est les forêts françaises. Anne-Catherine l'a dit. La forêt du massif de Gascogne, des Landes, n'est pas la même que celle du Grand Est, et celle de Normandie n'est pas la même que PACA. Mais les Landes de Gascogne, par exemple, qui étaient des zones que Canopée critique, mais des zones de Landes qui ont été reboisées complètement artificiellement, elles arrivent, le mode de gestion de cette forêt-là, c'est par la coupe de renouvellement, plus ou moins grande. Et Mais quel impact sur les sols tout de même? Est-ce qu'il y a oui ou non un impact environnemental de cette technique? Le gros impact, c'est un impact paysager. C'est-à-dire que l'homme a du mal à gérer ce qui vit plus longtemps que lui, et typiquement, nous, on vit du travail des générations précédentes et on travaille pour les générations futures, les sylviculteurs. Quand un peuplement, depuis la plantation, a un protocole de gestion en futée régulière, on arrivera à un moment donné à une coupe de renouvellement qui sera coupe rase. Et les coupes de plus de 0,5 hectares, c'est ce que vous disiez, ça devient dangereux ou pas pour les sols, pour l'affaissement des sols? Non, ça fait maudit. Non, parce qu'on essaie de passer toujours au même endroit, de tasser les sols toujours au même endroit. C'est très organisé, on y fait très attention. On essaie c'est-à-dire c'est réglementé? C'est réglementé, mais les propriétaires, ils sont amoureux de leur forêt et de leur sol. Donc on les forme, ils sont formés et ils se débrouillent pour justement pas abîmer leur sol. Par contre, quand vous faites une coupe, vous changez la biodiversité. Mais c'est une nouvelle biodiversité. C'est une nouvelle biodiversité qui apparaît. Vous avez une biodiversité qui ne vit pas à l'ombre de grands peuplements. Alors, je ne sais pas si tout le monde est d'accord. On va justement parler. Anne-Catherine Loisier. Juste, en fait, quand on commence un débat sur la forêt et qu'au bout de 2 minutes, on en est à parler des coupes rases, je pense que c'est totalement caractéristique aujourd'hui du biais des débats. La forêt, elle a mille et une autres sujets d'actualité, d'enjeux, qu'une méthode de sylviculture parmi d'autres. Cette méthode... Ce qui a été dit tout de suite, oui, par voilà. Monsieur Collet tout de même. Et nous sortons d'un documentaire qui parle de cela. Oui. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la forêt s'inscrit dans le temps long. Donc effectivement, la coupe rase a été, pendant un certain nombre d'années, la méthode de prédilection par rapport à des peuplements, même type, monospécifiques. Depuis plus de 20 ans, ce que je veux dire, c'est que depuis plus de 20 ans, les forestiers mettent en œuvre de nouvelles modalités de sylviculture, plus douces, plus protectrices des sols. Alors sur les sols, dans la loi climat, nous avons le Sénat a mis un certain nombre de dispositions pour préserver les sols. Parce qu'on peut faire une coupe rase, mais on n'est pas obligé de faire du dessouchage derrière. Voilà. Donc il y a des pratiques plus ou moins vertueuses, agressives. Voilà. Donc je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut utiliser toutes les techniques possibles. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est intégrer les priorités qui sont effectivement préserver les sols, discuter avec la population pour ne pas mettre en place choisir des techniques qui sont brutales pour la population, et puis par rapport à l'avenir de son peuplement. On peut changer, passer à de l'irrégularisation, de faire de la régénération. Donc aujourd'hui, il y a mille et une façons de gérer sa parcelle. Ce qui est dommage, c'est qu'on juge ce qui se passe, en plus, après des dépérissements massifs, il y a forcément eu des coupes rases massifs. Alors, on a 10 millions de mètres cubes, voilà, sanitaires. Mais c'est pas ça, l'entrée dans la forêt aujourd'hui. Et ce qui est un peu dommage, c'est que dès qu'on parle de la forêt, on nous met ce sujet-là sur... Alors, est-ce que l'entrée, quand même, dans les sujets concernant les forêts, il y a cette industrialisation des forêts dont vous avez parlé il y a 2 minutes, Alice Gontier? Je dis ça parce qu'on a quand même dans ce documentaire un exploitant qui nous dit on a 2 solutions. Soit on réduit tous notre consommation, on arrête les commandes sur Internet, soit on accepte la coupe rase qui est ponctuelle et qui permet de planter de nouveaux peuplements. Jean-Yves Collet, est-ce que oui ou non, il y a une forme d'industrialisation de la forêt? Est-ce qu'on s'en sert pour notre consommation? C'est un très très vieux débat depuis des décennies et des décennies. Faut-il adapter l'industrie à la production de la forêt? Faut-il adapter la forêt aux besoins de l'industrie? Bien, les deux, mon capitaine. C'est-à-dire que suivant les situations, suivant... Mais les besoins n'ont-ils pas augmenté ces dernières années? Avec ce que dit ce monsieur dans ce documentaire, les commandes sur Internet, est-ce qu'on doit changer nos pratiques? De bois mis sur le marché en France, et je parle sous le contrôle d'Antoine Damécourt pour la forêt privée, puisque moi je suis plutôt détenteur des chiffres sur la forêt privée, ne varie pas.
Et on continue de récolter un peu plus de la moitié de ce que la forêt accumule comme bois chaque année. Donc, autant ponctuellement, on peut s'interroger sur la sylviculture, sur les tailles, sur le déchouchage, sur améliorer les choses. C'est tout à fait normal. Autant dire que ces questions se posent par rapport à une surexploitation, c'est pas vrai. Une surconsommation de nous, d'ailleurs. Ça n'est pas vrai. Nous tous, en tant que consommateurs. En fait, il faut revenir un peu à l'histoire. La forêt, dans l'Hexagone, elle a doublé depuis 1820 en surface. Et aujourd'hui, elle souffre plus d'un manque de récolte que d'une surrécolte, surtout en forêt privée. Et en fait, si on regarde bien, avant l'arrivée du pétrole, la forêt privée française, elle servait l'énergie. Donc les verreries, les briqueteries, les fonderies et tous les hameaux et les villages. Donc elle était en coupe rase beaucoup plus qu'aujourd'hui. Parce qu'on coupait des petits bois pour se chauffer. Depuis, eh bien, les mauvaises zones de petits bois qui faisaient du bois de chauffage, on les a enrésinés. Pourquoi on les a enrésinés ? Parce qu'à la sortie de la dernière guerre mondiale, on n'avait pas assez de résineux pour faire du papier, pour faire de la propagande. C'était ça, le départ. Alice Gontier. Je crois que sur la question des usages et des différentes méthodes de sylviculture, finalement, il faut peut-être remonter un petit peu sur aussi qu'est-ce que ça coûte de mettre en place des sylvicultures intensives et des sylvicultures qui vont être beaucoup plus précises avec des gens qui connaissent les massifs forestiers dans lesquels ils vont travailler, qui reviennent pendant plusieurs années. Et ça, finalement, c'est valable à la fois sur la forêt publique et la forêt privée. C'est qu'on a besoin de gens qui connaissent le terroir, qui sont à la pointe de la connaissance de la forêt. Et finalement, en tout cas, c'est ce que nous, on défend, c'est que ça coûte beaucoup moins cher d'aller faire confiance à la forêt, de l'accompagner, d'aller faire des éclaircies, donc des coupes qui ont pour but de valoriser des bois de qualité qui vont avoir un usage industriel derrière, évidemment, plutôt que d'investir dans de la très grosse machinerie qui endette les gens et qui, derrière, enferme dans un besoin de débit et de production. Alors, c'est incroyable que vous disiez ça maintenant, parce que c'est effectivement tout l'objet de l'extrait qu'on va voir ensemble dans un instant, où l'on entend effectivement cet ingénieur des eaux et forêts qui nous dit, sa méthode à elle, c'est de faire confiance à la nature. Regardez. Nous, quand on a acheté, on se disait, bon, on enrichit un peu, on a pris des sauvageons. Des sauvageons, c'est des plants sauvages de régénération naturelle qu'on a trouvés à côté. Donc, on a déplacé des hêtres, on a déplacé des épicéas, on a déterré des sapins pectinés. On a fait nos tests d'enrichissement. Ça a plus ou moins marché. Et après, on a laissé tomber parce que l'entretien, c'est quand même du temps et de l'argent. Et on voit, au bout de 7 ans, qu'il y a la nature qui a mieux fait mon job, on va dire, parce que les hêtres autour, c'est des arbres semenciers qui ont semé et qui ont recolonisé par milliers. Moi, si je devrais mettre l'argent pour planter tout ça, ça me coûterait trop d'argent. Donc là, c'est la nature qui a fait le travail à ma place. C'est la nature qui a fait le travail à ma place. Elle a l'air extraordinaire, cette alternative proposée par cet ingénieur. Est-ce que c'est possible à grande échelle, Anne-Catherine Loisier ? Oui, mais je dirais que c'est la logique de tout forestier. C'est qu'il accompagne la nature et il essaie d'optimiser les possibilités de la nature. On ne fera jamais pousser des arbres contre la nature. Voilà. Donc, moi, je voudrais juste revenir quand même sur la question précédente, parce que je pense qu'il ne faut pas faire abstraction des 2 dernières années qu'on vient de vivre, où on a eu plus de 10 millions de mètres cubes d'arbres qui sont morts, des raisons sécheresse, attaque des insectes et autres. Et je pense que ça a vraiment impacté nos concitoyens, parce qu'effectivement, pour bon nombre, ils ont vu des grandes surfaces de coupe rase parce que les arbres étaient morts. Et là, vous parlez de quoi ? Là, je reviens sur la coupe rase. Oui, du réchauffement climatique, déficit d'eau, forte chaleur et attaque d'insectes. Parce que c'est le point d'entrée de ce film, le réchauffement climatique. Qui font que ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Et malheureusement, le climat qu'on a depuis quelques semaines en témoigne. Ce n'est pas fini. Donc, je crois qu'il ne faut pas non plus juger aujourd'hui la forêt et les forestiers à l'aune de ce contexte que l'on connaît depuis plusieurs mois. Voilà. Pour autant, tout n'a pas été parfait. Après, quelles sont les alternatives aujourd'hui ? Je voudrais seulement dire qu'à l'heure où on dit qu'il ne faut plus de plastique, qu'il ne faut plus de composite et autres, le matériau bois est une option
bénéfique pour la planète. Parce que vous le savez tous ici, tous vos auditeurs, ça séquestre, c'est de la substitution. Voilà. Donc il y a un moment, il faut aussi que nos concitoyens savent ce qu'ils veulent. Soit ils veulent plus de plastique, mais à ce moment-là, il faudra bien qu'on ait de l'emballage. Voilà. Il y a des enjeux. On ne va pas arrêter de consommer. Je sais bien qu'un certain nombre de gens sont partisans de cette option, mais en attendant, on va quand même continuer à consommer. Donc comment on peut consommer en ayant un meilleur bilan carbone. Et oui, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure, depuis 20 ans, moi j'observe, il y a 20 ans, j'ai mené une charte forestière dans le Morvan. On discutait régénération, mélange des essences, pied à pied quand c'est possible. Ça fait un moment que les forestiers exploitent autant que possible toutes ces alternatives plus douces et plus adaptées. Mais on ne change pas 17 millions d'hectares de forêt en quelques mois. Il va falloir faire évoluer les pratiques et elles vont aujourd'hui vraiment dans un sens plus respectueux et plus harmonieux. Je souhaiterais, comme tout le monde, que ça aille plus vite, mais c'est quand même très clairement le mot d'ordre aujourd'hui de l'ensemble. Et est-ce que le réchauffement climatique change la donne, puisque c'est quand même un point intéressant? Oui, mais cet exemple de l'ingénieur est formidable parce que finalement, tout propriétaire forestier essaie de faire ça. Donc on l'a vu, elle a essayé de faire quelque chose, il s'avère que la nature était plus vite qu'elle et a fait autre chose. Et donc, dans un même massif, ça dépend de la station forestière, ça dépend du peuplement en place, et on en arrive là. Le propriétaire forestier, il préfère ça de beaucoup. Mais quelquefois, il n'y a pas d'autre solution que de faire un renouvellement autre, parce qu'on a en effet ces problèmes sanitaires qui sont de plus en plus prégnants. Et le propriétaire forestier, il aime avoir une forêt diverse. Et aujourd'hui, on a 136 essences forestières en France, alors qu'il y en a 20 en Allemagne. Et le souci, c'est la diversité forestière, on l'a, c'est une vraie richesse pour l'adaptation des forêts au changement climatique. Mais ce qu'il faut, c'est qu'on ait la diversité des usages. C'est-à-dire qu'il y a plein d'essences aujourd'hui qui ne trouvent pas preneur parce que l'industrie locale ou le consommateur s'en désintéresse. Donc on doit absolument acheter du bois et on doit acheter de tous les bois et utiliser tous les bois qui poussent dans nos forêts. Alice Gontier ? Oui, mais vous mettez le doigt sur plusieurs problématiques, mais le propriétaire forestier, pour moi, il n'y a pas un profil déjà assez arrêté là-dessus, puisqu'on a quand même l'écrasante majorité des propriétaires forestiers qui ne font rien avec leur forêt. Donc ça veut dire aussi qu'on pourrait gérer ces forêts et avoir une production de bois plus importante grâce à ça, en maintenant du coup des méthodes qui soient plus douces. En fait, la forêt privée, c'est 3 500 000 propriétaires forestiers. Il y en a 2 200 000 qui ont moins d'1 hectare. Donc, c'est super riche en biodiversité et justement, ils ne feront pas tous pareil. Il y en a qui font rien, il y en a qui coupent un peu trop, etc. Et donc, il n'y a pas un profil type. Cela dit, elle a raison, il n'y a pas un profil type de propriétaire. Il y a toutes les franges de la population. C'est vrai que vous présentiez les propriétaires comme des gens très vertueux qui faisaient des choses magnifiques, mais si on n'a pas... sont propriétaires forestiers. Ce qui veut dire qu'il y a des niveaux de connaissances et des motivations qui sont très diversifiés et que de laisser ces gens-là de côté, tout en prenant, du coup, mettre un poids de responsabilité sur le reste de la forêt française en production plus intensive, c'est peut-être se tromper aussi Oui, je voudrais revenir sur 2 points, si vous voulez. En forêt publique, 80% des forêts sont gérées en régénération naturelle. Donc, voilà, c'est quand même massif. Donc, présenter la régénération naturelle comme une nouveauté moderne... Excusez-moi, mais ça remonte quand même à 250 ans, minimum. Même si les grandes chênaies classiques, Tronchet, etc., ont été plantées de main d'homme. La belle forêt naturelle française, ça n'existe pas, sauf au cœur du parc de Guyane. Mais la forêt hexagonale, elle est travaillée, issue de l'activité humaine. Pas forcément sylvicole, parfois des prises agricoles, etc. Donc, ce qui est nouveau, c'est le changement climatique. Toute la diversité doit être en œuvre. Quand la nature peut faire face, évidemment, on l'accompagne, on essaye de l'attaquer. Quand elle ne peut pas, et ça arrive en forêt de Montmorency, depuis 10 ans, à peine l'encre du châtaignier est arrivée. 75% de la forêt publique de Montmorency était en châtaignier. On est en train de tout enlever. C'est très, très marquant pour la population qui vit là, qui se demande bien ce qui se passe, et qui est capable de dire on déforeste. Mais ces arbres sont malades. Et si on les laisse, ils vont contaminer le reste. Et ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Il y a des impacts. Nous n'en verrons pas le bout. Nous ne verrons pas le résultat de nos efforts. Nous ne pouvons pas changer ce que nos ancêtres ont fait. Cette modestie forestière, il faut bien qu'aujourd'hui, où tout doit être obtenu par un clic, il faut que nos concitoyens sachent
que ce que nous avons sous les yeux, c'est l'héritage d'un siècle ou deux, et que ce que nous faisons aujourd'hui, nous n'en verrons pas le résultat. Et si ça se trouve, nos arrière-petits-enfants nous diront merci ou pas. Ou pas. Alors, pas. justement, Et en attendant, on fait du mieux possible. l'État dans tout cela, l'État français, est-ce qu'il a une vision? Est-ce que les aides, les politiques publiques poussent à des stratégies éco-responsables de long terme, justement? Dans le film, la représentante de la Cour des comptes répond du bout des lèvres que non, les subventions ne sont pas forcément réparties en fonction de ces critères. Écoutez. Partie qui va à l'ONF, ce qui est une bonne chose. Il y a quand même à peu près la moitié qui vont en fait à l'incitation à utiliser le bois comme source d'énergie. Il n'y a quasiment pas de subventions pour les enjeux de biodiversité. Ça, c'est un problème. C'est une constatation. Alors, est-ce qu'il y a un petit sujet autour de cela, Catherine Loisier? Est-ce que Oui, alors je dirais juste que les propos sont un petit peu dépassés, puisque depuis, il y a eu quand même les assises de la forêt et du bois. En fait, je pense que tous les forestiers disent depuis longtemps qu'il n'y a pas assez de mobilisation des pouvoirs publics autour de la forêt. Il y a une très belle idée, il y a une 60aine d'années, de créer l'ONF par le ministre Pisani, pour justement sanctuariser des crédits auprès des forêts publiques. Il y a le plan de relance aussi, hein. J'ai noté quelques chiffres. France Relance qui investit dans un plan de reforestation. Il est doté de 200 millions d'euros pour les 2 prochaines années, composé de 150 millions d'euros pour le renouvellement forestier, 50 millions d'arbres plantés. C'est un effort... Oui. Ce que je veux dire, c'est que là, on regarde un peu dans le rétroviseur, quoi. Et juste, ce que disait madame, elle a raison, c'est qu'on a besoin d'animation en forêt. On a besoin d'agents de l'ONF, on a d'agents du CNPF pour accompagner les forestiers privés. Et on a besoin aussi d'initiatives associatives. On a besoin de mettre du monde en forêt. Aujourd'hui, je pense que depuis les assises, il y a eu une prise de conscience, d'abord que la forêt, pour la stratégie nationale bas carbone, et le matériau bois, dans un monde où tout matériau va devenir extrêmement précieux, la forêt et le matériau bois et l'énergie aussi bois revêt une dimension vraiment importante. Je tiens quand même à dire, parce que là on a l'impression qu'on monte du doigt les affreux jojos qui se chauffent au bois. Il y a quand même une partie de notre territoire qui n'est pas desservie par le gaz, qu'aujourd'hui je ne sais pas trop s'il faut préconiser du gaz. Donc effectivement, il y a beaucoup de gens, notamment dans les territoires ruraux, qui se chauffent avec du bois, et que depuis un certain nombre d'années, on optimise ce qu'on appelle les coproduits du bois. C'est-à-dire que le bois, il est d'abord parti faire une grume, du mobilier, et ensuite, tout ce qu'il y a autour, qu'on n'a pas utilisé, on va en faire de l'énergie. Donc il y a plutôt une optimisation. Et oui, il y a une mobilisation, mais on souhaite avec impatience avoir un vrai programme forêt-bois de la part du nouveau gouvernement. Alice Gontier, une mobilisation des pouvoirs publics suffisante, à votre avis? Vous qui parliez justement de France Relance et de cet argent Oui, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu dépassé, mais le constat, c'est que de mettre autant d'argent sur la plantation, alors que même dans un contexte de despérissement et de changement climatique, les espèces d'arbres ont une plasticité génétique qui peut permettre de faire ça sans avoir recours à de la plantation. Ça prend plus de temps et ça demande peut-être plus d'expertise, mais ça coûte moins cher et c'est beaucoup moins risqué, puisque ça demande d'aller prélever sur des arbres semenciers des jeunes plants qui sont arrivés là tout seuls, et éventuellement les déplacer, la régénération naturelle assistée. Pour qu'on comprenne bien, pour vous, replanter ces 50 millions d'arbres qui vont être plantés dans le cadre de ce plan, finalement, c'est quoi? C'est un échec? C'est déconnecté de la réalité du besoin, et finalement, ça entretient un petit peu la problématique, ça empêche les gens de passer sur des méthodes de diversification. Et ça, alors qu'on aurait très bien pu mettre de l'argent pour soutenir justement cette animation locale beaucoup plus, l'installation de donc des fonds publics filière, mal fléchés, quoi, c'est ce que vous oui. dites. Vous n'êtes pas Oui, d'accord? déjà, ce qui est essentiel en matière de fonds publics pour la forêt, c'est la durée. C'est-à-dire que l'idée de 100 à 150 millions par an, nous sommes plusieurs autour de la table à l'avoir promue, mais il faut que ça dure 10 ou 20 ans. Là, on est sur 2 ans du plan de relance qui permet de traiter des urgences. Je vais vous donner juste un chiffre. Pour ce qui concerne la forêt publique, 6,5 millions d'euros voilà, vont permettre de régénérer, c'est-à-dire des endroits où la forêt disparaît pour cause de dépérissements divers et variés, 15 000 hectares. D'accord? C'est énorme. Est-ce que vous avez une idée de la surface de la forêt publique? 4 millions d'hectares.
Donc considérer qu'affecter pour 1 an ou 2 de l'argent à de la 200 millions plantation d'euros, pour vous, c'est rien. est une erreur. Disons que c'est une petite priorité du moment. Et puis, si nous arrivons à continuer d'avoir de l'argent pendant des années, il faudra bien entendu faire tout un tas d'autres choses. Il faut faire attention aussi que la plasticité des espèces est réelle, mais qu'elle a un rythme aussi. Par exemple, à l'ONF, on va chercher des glands de chêne dans le sud de la France pour aller les mélanger avec les régénérations naturelles, pour essayer de faire gagner du temps de l'adaptation. On pense que le chêne, emblématique, est très plastique, mais son délai de plasticité risque d'être court-circuité par les évolutions du climat. Donc il faut qu'on aide, imiter la nature, hâter son œuvre. Et là, on a vraiment une urgence de ce point de vue-là, c'est évident. Ouais. Depuis 30 ans, on n'a pas eu un programme de ce genre. Et je ne veux pas faire la promotion des assises, mais bon, c'est quand même on s'intègre dans France 2030. Donc on est au-delà des 2 ans avec 1 milliard. Voilà. Donc on va être vigilant parce qu'effectivement, la forêt s'inscrit dans le long terme. Mais là, franchement, je pense qu'il y a une prise de conscience des enjeux autour de la forêt et des enjeux de reboisement. Alors, il y a un sujet qui n'est pas du tout abordé dans le film et que je voudrais aborder avec vous, ne serait-ce que pour élargir encore le débat que nous menons depuis tout à l'heure, c'est la question de la Chine, qui lorgnerait sur nos forêts. Alors, quand on n'y connaît pas grand-chose, on découvre un peu ce sujet. La presse, et notamment la Dépêche, s'est fait l'écho d'un ras-le-bol de la filière. Je vous cite ce titre. « La Chine vide la France de ses forêts et de son bois. Une aberration économique et écologique. La Chine vide la France de son bois. » Anne-Catherine Loisier, il y a un sujet là quand même. Mais bien sûr qu'il y a un sujet de l'exportation des bois français. Bon, après, qui s'explique par... c'est un sujet en lui-même. Il faudrait faire une émission sur le sujet. C'est complexe. Il y a toujours eu des exportations. Et dans beaucoup de secteurs d'activité, on se réjouit qu'il y ait de l'exportation. Voilà. Notre forêt est performante. Voilà, notre forêt est performante. Et pendant un certain nombre d'années, nous avions des bois qui étaient dits de qualité moindre et médiocre, qui ne trouvaient pas forcément de preneurs dans les industries en France. Donc il fallait bien les écouler, parce qu'il faut bien faire de la sylviculture. Voilà. Donc l'exportation en soi est quelque chose de bénéfique, de positif. Elle fait partie d'une filière. Voilà. Le problème devient plus compliqué quand, en fait, on manque de ressources pour les entreprises nationales et que le prix du matériau explose. Voilà. Et donc, pour prendre des exemples concrets, nos fabricants de meubles manquent de bois, le bois est parti en Chine. Oui, mais alors si je caricature, c'est ça c'est ça le circuit. Pas le meuble. C'est beaucoup plus compliqué que ça. En tout cas, là aussi, il y a eu une intervention de l'ONF, que l'on salue, avec les communes forestières, qui a mis en place dans un premier temps ce qu'on a appelé un label UE, c'est-à-dire qui ne vendait le bois qu'à des acheteurs qui s'engageaient à le transformer en Union européenne. Ensuite, il y a une action qui a été menée aussi par dernièrement par la FNB, qui a également mis en place Fédération nationale du bois, qui a mis en place un propre label pour essayer en fait d'endiguer le départ massif de grumes. On développe des contrats. Voilà, et on développe la contractualisation. Donc, on a beaucoup d'outils qui se mettent en place. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il faut que chacun comprenne que le bois est devenu un matériau très convoité, que la plupart des pays, on parle de quelques millions en France, mais quand on parle de l'Allemagne, c'est 1 milliard de plants, enfin, tout le monde investit dans le bois et plante. Avant de vous laisser la parole, la Chine qui a interdit elle-même l'abattage de ses propres forêts en 2017 à cause d'une surexploitation. C'est-à-dire que donc la Chine achète notre bois parce qu'elle ne l'exploite plus chez elle. La Chine développe une industrie, préserve sa ressource, fait fonctionner son industrie avec notre ressource ou la ressource du monde. Que nous surexploitons, du coup ? Non. Le volume ne change pas. Les Chinois peuvent piétiner devant les forêts françaises. Le code forestier ne permettra pas qu'on prélève plus de bois. D'accord. Donc nous sommes protégés de cette attente et de cette demande. D'accord. En revanche, notre industrie, elle, a besoin de se développer pour valoriser dans toute sa diversité les essences. À ma connaissance, les Chinois n'ont pas acheté de parcelles forestières, en tout cas. D'accord. Donc, ils n'en sont pas encore là, peut-être. Pas encore. Non, je pense que même sur le vin et tout, ils ont ralenti. Ils en ont acheté beaucoup, mais ils ont ralenti. Non, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a une forêt très diversifiée. On a la plus belle forêt de chêne d'Europe. Et donc, on les intéresse. Et pour eux, le chêne, c'est un produit de luxe. Ils aiment le luxe français, les Chinois. Donc, ils en consomment. Ils ne nous renvoient pas tout. Aujourd'hui, on estime à 10% le nombre de chênes récoltés en France qui part en Chine. Donc, c'est quand même pas énorme. Mais il faut absolument qu'on arrive à apporter la valeur ajoutée chez nous sur ces bois-là. Et c'est au niveau de France Bois Forêt, avec la Fédération nationale du bois, avec toutes les parties prenantes,
Donc on a géré à la fois les contrats d'approvisionnement, parce que c'était un monde qui se faisait comme ça. Le bois se vendait, et il n'y avait pas vraiment de contrat d'approvisionnement pour les scieries. Il y avait, le label UE plus les contrats d'approvisionnement. On a signé avec le ministre une feuille de route sur le chêne. Donc ça, c'est important. Mais vous voyez, les plaintes sont souvent sur le chêne. Les frênes qui meurent de la cale à rose, 95% des frênes aujourd'hui sont exportés vers l'Asie. Ça pose de problèmes. Parce que personne n'en veut chez nous. Donc le problème, c'est le chêne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des tiraillements sur le chêne en France. Donc c'est pas la filière bois qui serait victime de la mondialisation, c'est plutôt la filière chêne. Non. Le marché et du si chêne. on prend dans un chêne, il y a plusieurs produits possibles. Le produit le plus valorisant, c'est le mérin qui sert à faire des tonneaux. Les tonneaux français, c'est le luxe français. Eh bien ça, ils partent pas. Ils sont transformés en France, il y a une vraie valeur ajoutée. Permet de les acheter au prix. Il y a une vraie valeur ajoutée à apporter sur ce morceau de bois. Il ne part pas en Chine. Ce qui part en Chine, c'est les surbilles qui auraient fait de la charpente. Bon, les Chinois, avec la main-d'œuvre pas chère, ils arrivent à les couper, à faire du parquet, chose que les scieries françaises n'arrivaient pas à faire dans des bois très tordus, ou en tout cas, ils ne s'étaient pas posé la question parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait dans des bois droits. Mais c'est ça le sujet. Ce qu'on comprend en tout cas, c'est que la demande en bois n'est pas prête de s'arrêter, vous l'avez déjà un peu dit. Symboliquement, j'ai eu envie de parler de la Suède, qui a construit une tour de 80 mètres de haut, tout en bois. La Norvège, qui a construit un bâtiment de 85 mètres, tout en bois là aussi. À Vienne aussi, je crois qu'en Autriche, c'est la même chose. Le bois est un matériau d'avenir. Il faut partir de ce principe-là, Alice Gontier. C'est surtout un matériel qui, s'il est géré durablement, peut permettre de maintenir des services écosystémiques et pas uniquement la production de bois, qu'il ne faut pas l'oublier. Le stockage de carbone des forêts, c'est la même chose. Il ne faut pas avoir un angle unique quand on parle de forêt. C'est bien l'ensemble des services écosystémiques d'une forêt qui doivent être maintenus et adaptés à chaque contexte, à chaque région, voire à chaque massif forestier. Et les aides publiques, elles doivent permettre d'aller valoriser et appuyer les forces de chaque territoire et de réinstaurer une vie économique dans chaque territoire. Donc ça passe aussi par une vision peut-être moins industrielle, puisque ça voudrait dire une industrie à l'échelle très locale et qui réponde à la technicité des bois qui sont en forêt. Un mot pour conclure chacun, Jean-Yves Collet? Écoutez, je pense que notre forêt est suffisamment diverse. Les enjeux auxquels elle répond en matière de climat, de stockage du carbone, dans son sol, dans son bois, de biodiversité, fait qu'il est normal et vertueux que la société s'interroge sur sa forêt. Moi, ce que je demande, c'est qu'il y ait davantage de confiance et de partage des connaissances. Il y aura beaucoup moins de conflits, ça fera beaucoup moins de pétitions et de buzz sur Internet, mais ce sera beaucoup plus efficace pour nos petits-enfants. Les forestiers sont au service de la forêt, qui est au service de la nation, de l'Europe et de l'avenir. Je voudrais qu'on reconnaisse à tous les forestiers cette vertu, et ils la partageront. Une conclusion brève, Anne-Catherine Loisier et Antoine D'Ameco. Oui, moi je souhaiterais que la forêt ne vive pas ce qu'a pu vivre l'agriculture il y a quelques années avec un agribashing et encore maintenant. Voilà, donc la forêt, comme le disent mes collègues, c'est une formidable source de solutions pour nos enjeux et nos défis sociétaux. La France a cette formidable ressource. Trouvons ensemble les moyens de bien la gérer dans l'intérêt des générations à venir. Pas de forêt bashing. Antoine D'Ameco. Oui, la forêt, elle est d'intérêt général. Elle n'a que des belles histoires à raconter. On fixe le carbone, donc on purifie l'air. On produit un matériau renouvelable, une énergie renouvelable. 80% de la biodiversité terrestre est en forêt. On purifie l'eau. Enfin, voilà. Mais par contre, il faut qu'au sein de France Bois Forêt, la filière, on soit bien en ligne et que l'État aussi se rende bien compte que cette forêt française, c'est une grande richesse et qu'il ne faut pas l'abandonner. Et l'appel est lancé. Merci. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Avant de vous laisser, je vous rappelle que l'émission est dès maintenant disponible sur notre site publicsena.fr en replay, mais aussi sur notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Public Sénat.